Eh bien, lançons la discussion avec un premier constat. Ce constat est simple, c'est que les livres qui traitent des inégalités sont parmi les best-sellers de la période et que les statistiques sur les inégalités remplissent nos journaux. Et donc, il y a un sentiment que tout le monde se trouve concerné par cette question des inégalités, un sentiment aussi que la plupart de nos concitoyens les trouvent scandaleuses et beaucoup trop élevées. Se sont multipliés également les livres qui, dans le détail, montrent à quel point une société d'inégalité conduit à des formes d'inefficacité, à des formes de régression. Et pourtant, le sentiment que les inégalités sont devenues beaucoup trop fortes, problématiques, scandaleuses, coexiste de fait avec des formes d'acceptation tacite ou au moins une difficulté à traiter de cette question des inégalités. Il y a donc un mécontentement diffus très général qui coexiste avec une passivité pratique pour traiter cette question des inégalités. D'où vient cette distorsion entre le sentiment que l'on a d'un phénomène et la difficulté de le traiter pratiquement? Il y a deux raisons, me semble-t-il. Une raison d'ordre épistémologique, si je peux employer cette expression, et une raison d'ordre intellectuel. La raison d'ordre épistémologique, elle renvoie à ce que j'ai appelé le paradoxe de Bossuet. Bossuet, ce théologien du XVIIe siècle, qui disait « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des faits dont ils chérissent les causes. » Et de fait, aujourd'hui, on peut dire que les inégalités sont rejetées, mais que les mécanismes qui les produisent, en général, sont de fait implicitement acceptés et reconnus. On peut dire qu'on voit très généralement que sont déplorés des faits qu'on accepte en particulier. Comment expliquer ce phénomène ? Je crois que lorsque l'on condamne des situations, on regarde des faits objectifs, des faits sociaux très généraux, mais également lorsque l'on juge des situations dans notre cas, on relie ces situations à des formes de comportements individuels, à des choix. Et le paradoxe est aussi lié au fait que les jugements sociaux, les jugements moraux sont fondés sur la prise en compte des situations d'inégalité les plus extrêmes et les plus visibles, les super riches, les 0,01%, etc., dans lesquels nous nous projetons de façon abstraite, à partir d'une considération de ces chiffres très abstraits d'un certain point de vue, alors que notre comportement pratique dans la vie quotidienne est gouverné par des formes de justification qui sont beaucoup plus limitées. On voit par exemple, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, que l'on peut accepter sans trop de difficultés, c'est le cas semble-t-il assez largement, la rémunération d'un artiste ou d'un footballeur, mais condamner très sévèrement celle d'un trader ou d'un PDG. Et c'est une interprétation des faits, effectivement, que beaucoup de recherches confirment. À côté de la statistique qui était citée tout à l'heure sur le pourcentage de personnes qui se réclamaient ou qui aspiraient à une égalité des chances, tout un ensemble de travaux sur une base très large développés par Michel Forcé et Olivier Galland ont montré que plus de 90% des personnes interrogées considéraient que les disparités économiques avaient de façon impérative à être rapidement réduites et qu'en même temps, il était normal dans la société que chacun puisse avoir un minimum décent pour vivre. Mais en même temps, 57% des gens interrogés répondaient que les inégalités de revenus étaient hélas inévitables dans une économie dynamique. Et 85% disaient que les différences de revenus étaient acceptables quand elles étaient liées à des différences de mérite individuel. Mais le problème est que ce type d'explication épistémologique de cet écart qu'il y a entre notre condamnation des situations
et notre difficulté à agir pour les transformer tient au fait qu'il y a une distorsion, pourrait-on dire, entre la force des termes moraux dans lesquels nous dénonçons des situations et la faiblesse des principes positifs d'égalité dont nous pouvons nous saisir pour fonder des politiques pratiques de réduction des inégalités. Cela est la dimension intellectuelle de la question. Avec quelle théorie de l'égalité, donc, peut-on s'attaquer au problème des inégalités? Comment légitimer cette réduction des inégalités et comment concevoir celle-ci? Longtemps, il faut le dire, la question n'a pas été posée. La question n'a pas été posée parce que pendant ce qu'on a appelé le court XXe siècle, celui qui va de la guerre de 14 à 1989, il y avait une sorte de mouvement naturel pour aller dans le sens de la réduction des inégalités. Et 3 facteurs historiques ont permis effectivement cette réduction des inégalités, l'ont justifié sans qu'il soit besoin de construire une théorie pour cela. Le premier facteur, c'est ce qu'on peut appeler le réformisme de la peur. La formule du réformisme de la peur, c'est Bismarck le premier qui en a donné l'expression en disant pour éviter des révolutions sociales, eh bien, il faut accepter des réformes fiscales et des réformes sociales. Et c'est ce qui s'est passé très largement après la Première Guerre mondiale. Dans l'Amérique de 1910, il y avait un projet d'établir un impôt sur le revenu de 2%. Et à ce moment-là, ça avait été un tollé dans le pays en disant un impôt sur le revenu de 2%, c'est déjà le communisme qui s'installe aux États-Unis. Et ceux-là même qui taxaient l'impôt sur le revenu de communisme en 1910 acceptaient dès 1925 un impôt sur le revenu qui était égal à 30% et qui, 10 ans plus tard, allait presque atteindre 90% comme taux marginal supérieur. Qu'est-ce qui avait changé pour que l'on passe de ce refus à une acceptation? Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler à la fois le réformisme de la peur. Après la Première Guerre mondiale, en France, Lloyd George, à la conférence sur la paix, avertissait que partout, les révolutions peuvent éclater. Effectivement, il y avait les spartakistes qui étaient en Allemagne, il y avait des grèves générales qui avaient lieu en Grande-Bretagne, il y avait des partis communistes qui montaient en France. Et donc, la réduction des inégalités, elle n'était pas réfléchie, c'était pour une nécessité presque politique d'aller dans le sens des grandes réformes sociales. Et puis, ce qui a compté aussi aux États-Unis et dans les autres pays européens, c'est que l'épreuve de la Première Guerre mondiale a créé un sentiment de solidarité dans les différents pays qui était auparavant inexistant. Les historiens ont souvent employé cette expression qu'il y avait une nationalisation, en quelque sorte, des existences qui s'était faite pendant la guerre. Cette nationalisation des existences est celle du sens de l'épreuve vécue en commun, ce qui avait permis, justement, dans le premier grand débat sur l'impôt sur le revenu, aux États-Unis, à un sénateur pourtant républicain de dire « Il est enfin important que les dollars meurent aussi pour la patrie » et qu'il fallait faire ce qu'il appelait la conscription de l'impôt. Donc, la puissance du réformisme de la peur, les épreuves vécues en commun avaient créé un terreau naturel pour faire accepter et considérer comme évidente et impérative une forte réduction des inégalités appuyée sur la mise en place d'un appareil redistributif, fiscal bien sûr, mais c'est l'invention de l'impôt progressif sur le revenu un peu partout pendant cette période, mais également social. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux grands moments de réforme de l'État-providence en France, la loi de 1928 et celle fondant la sécurité sociale en 1945, avaient toutes les deux dans leur préambule un ensemble de considérations sur le fait que, étant donné les épreuves vécues en commun, il y avait un niveau de solidarité supplémentaire qui s'imposait avec évidence. Et puis le troisième facteur qui avait naturellement conduit à la réduction des inégalités, c'est le fait d'avoir le sentiment de vivre dans une société dans laquelle la responsabilité individuelle était seconde. Ce qui comptait, c'était les qualités de l'organisation.
Dans le monde de l'entreprise, quand on regarde aujourd'hui les livres qui étaient ceux de Schoenfield sur le capitalisme d'aujourd'hui, des années 60, ou ceux de Galbraith sur le nouvel état industriel, il disait, mais l'entrepreneur schumpeterien, il n'est plus rien. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la technostructure, c'est l'organisation. Et si c'est l'organisation et la technostructure qui comptent, eh bien, il y a nécessairement et automatiquement la vision d'une réduction des rémunérations. Le PDG n'était qu'un technicien parmi les autres, il n'était pas spécialement important, même, disait Galbraith. Et Peter Drucker, qui était celui qu'on appelait le pape du management aux États-Unis, conseillait à toutes les grandes entreprises qui étaient ses clients de ne pas dépasser le ratio de 1 à 20 entre le PDG et l'ouvrier dans l'entreprise. Parce que, pensait-on, la création de richesse était quelque chose de collectif, tenant aux vertus de l'organisation en général et non pas à l'individu. Et puis, de la même façon, dans l'ordre social, ce que l'on disait, c'est que nous n'étions plus dans des sociétés d'individus. Cette vision qui avait peut-être été à l'ordre du jour au moment des révolutions américaines et des révolutions françaises était dépassée. Nous étions dans des sociétés dans lesquelles chacun est défini par l'atmosphère sociale. C'est la collectivité qui existe d'abord. Donc ces trois facteurs que l'on pourrait dire de vision des organisations, de la formation des sociétés d'une part, de la nature des épreuves vécues en commun, et puis enfin cette idée du réformisme de la peur qui avait nourri et en quelque sorte donné un substrat pour rendre non seulement acceptable, mais désirable dans la société la réduction des inégalités, eh bien leur seule formulation montre que ces trois facteurs se sont aujourd'hui effondrés. Le réformisme de la peur n'existe plus. Lorsque le communisme avait disparu, la révolution n'est plus à l'ordre du jour. Et lorsqu'il y a de la peur aujourd'hui, ce n'est pas de la peur qui crée de la solidarité, c'est de la peur qui crée de l'isolement, c'est de la peur qui produit du repli de chacun, et non pas le sentiment d'avoir à faire corps davantage. Les épreuves vécues en commun, eh bien on le voit, ces épreuves, elles ne produisent pas le même sentiment de solidarité, et là nous pourrions réfléchir à celles que nous avons vécues en commun en cette année 2015. Et puis, l'entrepreneur schumpeterien, il a fait son retour. Nous ne sommes plus dans un capitalisme d'organisation, mais dans un capitalisme d'innovation. Et aujourd'hui, ce qui est mobilisé dans le travail, c'est justement la particularité de chacun, son inventivité, son implication directe, et non pas simplement le fait qu'il est un rouage de l'organisation comme avant. Donc, on peut dire que ces trois facteurs naturels qui avaient dispensé en quelque sorte d'avoir une théorie de l'égalité et qui avaient fait que l'égalité, elle était un fait qui s'imposait comme un élément de la modernité, n'existent plus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin de refonder une théorie de l'égalité. Quelles sont les théories disponibles? Alors là, je viens justement à ce thème de l'égalité des chances. Pour l'instant, ce n'est pas une théorie, c'est un terme qui est employé. Un terme peut être un souvenir, une mémoire. Et je voudrais vous proposer d'abord une petite réflexion sur l'histoire de cette notion d'égalité des chances pour la conceptualiser. Pendant la période révolutionnaire en France, la notion d'égalité des chances était fondamentale. Et elle a été comprise d'abord de façon négative, assimilée à la suppression des privilèges et des différentes barrières juridiques ou corporatives à la mobilité sociale. Et on peut dire qu'en incorporant ce programme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait dessiné le cadre de ce qu'on peut appeler une égalité légale des chances. Mais cette égalité légale des chances, elle pouvait théoriquement aller assez loin si on la considérait dans un contexte de grande mobilité des situations. Dans l'Amérique du début du XIXe siècle, par exemple, on parlait ainsi de l'argent comme d'un grand niveleur et de la concurrence comme d'un balancier universel bouleversant en permanence la société. Et lorsque Mme Trollope, qui a visité l'Amérique en même temps que Tocqueville et écrit en Angleterre un livre aussi célèbre que celui de la démocratie en Amérique, a parlé de cette question-là, elle rappelle le mot d'un des pères fondateurs de la République américaine, qui disait la chose suivante:
si un homme devient riche, arrangeons-nous pour que son petit-fils soit pauvre, et ainsi nous maintiendrons l'égalité. Et il pensait effectivement que c'est ce que la société américaine était prête à produire, et qu'il existait à la fois des courants ascendants et descendants en permanence, organisant un véritable brassage social qui faisait que l'égalité légale des chances ouvrait la voie à véritablement une égalité réelle des chances. En Amérique, cette égalité légale des chances, de la mobilité, elle a été liée aussi à une critique très virulente des monopoles et aussi à une vision de l'action individuelle liée à un élément très central dans la culture américaine, à savoir la critique de l'héritage. Problème qui sera, cette critique de l'héritage, au cœur des débats pendant la période révolutionnaire américaine. Jefferson se fera ainsi sur ce terrain l'inlassable défenseur d'un système de très forte fiscalisation de l'héritage destiné à empêcher la reproduction des inégalités et la formation progressive d'une caste de rentiers. Et sous sa plume, le mot héritage était toujours associé aux mots féodalité et aristocratie. Et donc, la subdivision régulière des propriétés était pour lui la condition essentielle d'un régime d'égalité des chances. Et il fera d'ailleurs voter, avant même la déclaration de Philadelphie, dans l'État de Virginie, qui était dans ses mains, en 1978, une loi qui accordait à tous les résidents de l'État, lorsqu'ils avaient 20 ans, un terrain de 75 acres, c'est-à-dire 30 hectares. Une société démocratique, disait-il en effet, veut dire que le monde appartient aux vivants en permanence et non pas aux morts, et que le monde appartenant aux morts, c'est justement le monde de l'héritage. L'héritage, il donne un pouvoir matériel au passé et transforme en inégalité inacceptable des différences dont l'origine avait pu, autrefois, être légitime. Pour lutter contre ce même phénomène et donner un fondement matériel à l'idée d'égalité des chances, Thomas Paine avait proposé dans son livre Agrarian Justice, qui est un livre de 1797, d'établir un fonds social spécial financé par une taxe sur les propriétés héritées pour doter chaque citoyen aussi à 25 ans d'une somme qui lui permettait de s'établir dans la vie. Et cette réflexion, elle restera ensuite présente pendant tout le XIXe siècle. Même un libéral comme John Stuart Mill défendra de façon très forte cette limite qu'il y a à ce qu'on peut acquérir, disait-il, par la simple faveur de ses semblables. Et ce libéral plaidera pour une limitation très stricte de l'héritage. Ce sera aussi quelque chose d'absolument central dans les programmes socialistes au XIXe siècle. La question de l'héritage et la limitation de l'héritage sera au cœur des programmes socialistes du XIXe siècle. Aujourd'hui, on a largement vu abandonner cette vision critique de l'héritage. Et personne, bien sûr, ne croit pas à un bouleversement correcteur des conditions opérées par le marché. Et l'égalité légale des chances est du même coup ramenée aujourd'hui à sa définition minimale, légale. Il faut donc voir quelles sont les autres définitions plus fortifiées de l'égalité des chances qui sont nées dans ce contexte. Car l'égalité des chances, à partir de ce constat que je viens de faire, elle va se développer pour se redéfinir comme ce qu'on pourrait appeler une égalité sociale des chances. Il y a eu deux grandes façons de concevoir sa mise en œuvre. On peut d'abord l'appréhender de façon institutionnelle, le but étant dans ce cas de créer un milieu artificiel avec deux caractéristiques: mise en place d'une structure soustraite aux différences socioculturelles existantes d'une part, et d'autre part, définition d'un fonctionnement échappant aux règles du monde social ordinaire de l'autre. Et c'est le projet qui a fondé l'école républicaine. L'école républicaine a voulu être ouverte à tous et constituer l'équivalent d'une contre-société idéale, une sorte de micro-société sans classe, régie par des règles de fonctionnement qui visent à classer objectivement les individus sur la seule base de leurs dispositions personnelles. On pourrait dire que cette vision républicaine a défini une égalité institutionnelle des chances.
cette approche, il faut le souligner, implique d'absolutiser les individus. Il faut d'une certaine façon désocialiser les individus pour pouvoir les égaliser dans cette perspective. Les révolutionnaires français l'avaient parfaitement compris. Et c'est Michel Lepelletier, un ancêtre de Jean d'Ormesson, plus à gauche que Jean d'Ormesson, qui avait fait un fameux plan en 1793 de réforme de l'école. Et il avait dit, la réforme de l'école suppose de mettre en place des maisons de l'égalité. Et qu'est-ce que c'était que des maisons de l'égalité? Pour lui, elles devaient concourir à former des hommes nouveaux, en les soustrayant de 5 ans jusqu'à 12 ans, la période estimée décisive de leur formation, à leur milieu familial. Élevés en commun dans ce cadre, tous recevant, disait-il, sous la sainte loi de l'égalité, les mêmes vêtements, la même nourriture, la même instruction, les mêmes soins, eh bien les enfants ne seraient plus alors différenciés que par leur talent et par leur vertu. C'était reconnaître d'ailleurs que la famille était structurellement ennemie de l'égalité des chances, puisque c'est dans le sein de la famille que se transmettent les biens et les dispositions déterminant pour une large part l'itinéraire des individus. Et l'ambition de l'école des chances républicaine se fondera sur cette idée, même si elle n'en adoptera évidemment qu'une adaptation fortement réduite et édulcorée. Et le modèle français a été celui, pourrait-on dire, de cette école des chances, ainsi entendue, alors que l'Amérique a sacralisé l'individu mobile tel que je l'ai précédemment défini. Mais il est apparu que ces deux visions, à la fois la vision américaine et la vision française, telles qu'elles avaient été définies pour aller plus loin ou fortifier l'idée d'égalité légale des chances, étaient insuffisantes. Et sont nées, se sont développées au XXe siècle et dans la période plus récente, deux nouvelles façons de considérer l'égalité des chances. Une première façon a consisté à appréhender ces inégalités comme des distorsions de chances comprises à partir des discriminations de fait que pouvaient vivre des individus. Discriminations qui conduisent à réduire les chances des membres de certains groupes de parvenir à certaines positions. Les fameux plafonds de verre qui traduisent l'existence de handicaps diffus qui faussent également les justes rapports entre individus. Des discriminations de cette sorte n'ont aucune dimension institutionnelle. Elles se présentent comme des faits sociaux, statistiquement établis. Ainsi, les disparités de carrière ou de rémunération entre les hommes et les femmes, ou la possibilité pour ces dernières d'occuper certains postes, ou, autre exemple, les handicaps liés à l'origine ethnique en matière d'embauche. De tels faits peuvent être traités sur un mode juridique lorsque les différences de traitement sont précisément établies. Mais on peut aussi les traiter en tant que faits sociaux généraux. Et les moyens mis en œuvre au service d'une telle ambition relèvent de ce qu'on peut appeler une égalité statistique des chances. Et les distorsions de chances sont en effet appréhendées dans ce cas comme des variables sociologiques et non pas des variables individuelles. Et la réponse, à ce moment-là, est celle de politiques de discrimination positive. L'égalité statistique des chances, c'est une politique de discrimination positive. Mais ces distorsions ont aussi, en même temps, plus fondamentalement, d'autres dimensions que l'on peut appréhender en termes de handicap de départ, et non pas de discrimination. Et c'est à partir de cette notion de handicap dans la vie que l'on appréhendera ces inégalités de chance. On visera donc à mener des actions compensatrices de ces handicaps. On parlera, dans ce cas, d'une égalité correctrice des chances, qui est d'ordre instrumental. Il y a bien des façons de concevoir ces actions correctrices des inégalités sociales, inégalités sociales et culturelles qui sont héritées. Mais il s'agit dans tous les cas d'une distribution sélective ou adaptée. Cela peut être une distribution de dotations en capital humain, c'est la théorie de Esping-Andersen, des dotations en numéraire, ce qu'on appelle l'asset-based welfare, des dotations de biens primaires, des droits et des biens matériels, chez Rawls, des distributions de capacité, Amartya Sen, de moyens d'accès, c'est le vocabulaire de Jerry Cohen.
Et c'est un point sur lequel les théories contemporaines de la justice ont particulièrement mis l'accent, en cherchant les meilleurs moyens de donner consistance à l'idéal d'une égalité des conditions de concurrence des individus pensés sous les espèces méritocratiques. Mais sur quel principe légitimer ces corrections? Il faut bien pour cela produire une théorie opposable, c'est-à-dire qui réponde aux arguments de ces détracteurs de l'égalité. Ronald Dworkin était le premier à en formuler une théorie dans 2 articles fondateurs il y a près d'une trentaine d'années. Une théorie de l'égalité, a-t-il souligné, doit incorporer la reconnaissance du principe de responsabilité individuelle pour être socialement acceptable et crédible à l'âge de la singularité et s'imposer ainsi à ses critiques. Donc, le grand pas en avant qu'a fait Dworkin, c'est de dire il faut accepter le fait que nous sommes rentrés dans une société de la responsabilité individuelle. Et comment penser l'égalité des chances dans une société de la responsabilité individuelle? C'était faire un pas très important, parce que je rappelle que toutes les théories de la redistribution sociale avaient été des théories de la socialisation de la responsabilité. La notion même d'État-providence repose sur l'idée de socialisation de la responsabilité. Tous les débats du XIXe siècle entre le bon et le mauvais pauvre, il fallait secourir le bon pauvre, c'est-à-dire celui qui était victime de quelque chose contre lequel il ne pouvait rien, alors que le mauvais pauvre, celui qui était responsable de sa situation, lui ne devait pas être secouru. Cette discussion qui a traversé tout le XIXe siècle entre le bon et le mauvais pauvre, elle a été en quelque sorte terminée par le fait que l'on a considéré qu'à travers la notion de risque et celle d'assurance sociale, c'était la socialisation de la responsabilité qui était la caractéristique des sociétés modernes. Eh bien, la crise de l'État-providence est une crise de cette notion de socialisation de la responsabilité. Peut-être parce que, justement, le voile d'ignorance, pour parler comme Rawls, sur les comportements des individus, ont été levés. Et, dit Dworkin, en d'autres termes, les inégalités de revenus qui résultent de préférences personnelles et de choix sont acceptables, tandis qu'il s'agit de repousser celles qui tiennent à la disparité des ressources dont disposent les individus. Et donc, sa théorie sera popularisée sur la forme de la distinction entre les choix et les circonstances. Ce qui tient aux circonstances, on doit donner aux individus les moyens de compenser les handicaps liés à des circonstances qui ne dépendent pas d'eux, alors que ce qui dépend de leur choix individuel, là, il n'y a pas de raison d'entrer dans des dispositifs de solidarité. Cette vision de l'égalité des chances, elle était dans certains cas très radicale, parce qu'effectivement, on peut aller très loin pour considérer que ce qui relève des choix personnels est très réduit par rapport aux circonstances. Donc, à la limite, on peut, sur cette base qui était celle de Dworkin, développer une théorie de l'égalité des chances qui dit tout est circonstance. Et donc aller vers une théorie de l'égalité permanente des chances, c'est-à-dire une théorie de la pure égalité sociale, d'un certain point de vue. Donc cette égalité radicale des chances qui implique de neutraliser tout ce qui relève du hasard, au sens le plus large du terme dans la vie des individus, elle peut ouvrir la voie aussi, si on la pousse au bout, à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la notion d'égalité des chances. Et cette vision, pour cela, on doit se poser la question, peut-elle fonder une vision progressiste? Je ne le pense pas pour ma part, parce qu'une telle définition de l'égalité radicale des chances, si elle est intellectuellement séduisante, est pratiquement difficilement soutenable, parce qu'elle repose sur une conceptualisation paradoxale. Si tout ce qui relève du hasard ou des circonstances doit être compensé, le champ des politiques correctrices de ce qui peut être considéré comme des handicaps s'inscrit alors dans une dynamique d'extension, comme je viens de le dire rapidement, tendanciellement illimitée. Mais surtout, d'un autre côté, cette vision vise au fond, ou parvient au fond, à un ordre méritocratique pur. Et un tel monde serait celui, paradoxalement, d'une société inflexiblement hiérarchique. Et c'était la critique qui était faite aux Saint-Simoniens au XIXe siècle.
Les saint-simoniens étaient des ennemis de l'héritage, avaient dit que la réforme sociale commence par la suppression de l'héritage et commence par la socialisation généralisée et obligatoire de tous les enfants. Mais ils disaient, si on a réalisé ces deux éléments-là, abolition de l'héritage et socialisation séparée de tous les enfants, alors à ce moment-là, toutes les différences de talent, toutes les différences de rémunération sont absolument légitimes parce que c'est seule la vie et la décision des individus qui en fera la justification. Et c'est la raison pour laquelle le terme de méritocratie, qui trouve aujourd'hui un renouveau dans nos sociétés, était, il faut le rappeler, dans les années 1950 et 1960, un terme extrêmement dévalorisé. Et un des grands théoriciens anglais qui a fait un livre justement qui avait pour ce titre Méritocratie, Michael Young, le voyait comme l'espace d'existence d'un monde dans lequel chacun, in fine, se trouvait paradoxalement enfermé dans sa condition, ne pouvait pas en sortir et ne pouvait même pas protester contre cette condition. Car c'est un paradoxe que les sociologues ont souvent souligné. Quand on a une définition faible de l'égalité des chances, c'est quelque chose qui protège les individus. Parce que chaque individu peut dire que sa position défavorable, au fond, il n'en est pas responsable. Elle tient à quelque chose d'autre. Donc il y a une dimension de soutien psychologique fondamentale dans une certaine définition de l'égalité des chances. Donc on peut dire que l'égalité des chances peut fonder et doit fonder des politiques de réduction des inégalités. Mais elle n'est pas suffisante pour fonder une lutte contre les inégalités. Il faut qu'il y ait des politiques de l'égalité des chances soient liées aussi à une philosophie de l'égalité sociale tout court, et pas simplement à des théories de la justice. Ce qu'on appelle les théories de la justice en philosophie politique, c'est ce qu'on appelle les théories de l'égalité des chances dans l'ordre des politiques publiques. Et cette politique de l'égalité sociale, comment la concevoir ? Une politique de l'égalité sociale est forte si elle a une dimension universaliste. Et effectivement, c'est le reproche qui a été fait à l'idée de redistribution. C'est que l'idée de redistribution, si elle est affirmée simplement dans ces termes de redistributif, elle n'a pas une dimension universaliste, puisqu'elle découpe la société entre ceux qui reçoivent et ceux qui paient. Donc il faut trouver une définition universaliste de l'égalité. Une définition de l'égalité qui fasse qu'elle soit bénéficiaire pour tous, qu'elle définisse un cadre intellectuel, un cadre social dans lequel chacun puisse se reconnaître. Et il me semble que ce tel cadre intellectuel peut être défini autour de trois concepts. Un premier concept, c'est celui de la reconnaissance fondatrice des singularités dans la société. Et cette reconnaissance fondatrice de singularité dans la société implique de concevoir que l'égalité n'est pas de l'ordre de la distribution, que l'égalité est de l'ordre d'une relation sociale. Le premier à avoir explicité de façon très forte cette idée de l'égalité comme une relation sociale est John Stuart Mill. Et John Stuart Mill avait dit pour cela, le grand exemple pour penser l'égalité, c'est le rapport homme-femme. Et le rapport homme-femme, il est marqué par le fait que ça n'est pas la notion tocquevillienne de société des semblables que l'on peut utiliser, puisque d'une certaine façon, le rapport homme-femme est l'expression d'un rapport des singularités. Et donc, disait-il, on ne peut concevoir l'égalité entre l'homme et de la femme, non pas sur le mode de la similarité, mais on peut le concevoir sur la forme d'une relation qui signifie vivre en égaux. Et donc, c'est la capacité à vivre en égaux qui définit l'égalité dans les rapports entre l'homme et la femme. Et je crois pour ça que nous sommes aujourd'hui rentrés, c'est très important, dans des sociétés de la singularité. Autrefois, la singularité, au XIXe siècle, c'était simplement l'artiste qui s'en prévalait. Face à la masse, il disait « moi je suis singulier, moi je veux sortir du commun ».
et ce que l'artiste vivait comme une nécessité de l'émancipation, eh bien aujourd'hui, je pense que la singularité est devenue une attente, une aspiration générale de tous dans la société. Et que cette aspiration de tous à la singularité permet de comprendre différemment aussi cette question de l'égalité. Non pas à partir de la redistribution et de la similarité, mais à partir de cette relation d'égalité, que c'était une façon d'être ensemble, l'égalité. C'est une modalité d'être ensemble, et non pas simplement une distribution. Et cette forme d'égalité définit un type de société qui est composé non pas d'une manière par un universalisme abstrait ou par un communautarisme identitaire, mais davantage une société qui est construite par la dynamique même de la reconnaissance et de la connaissance d'autrui. Et que cette aspiration, cette construction anthropologique, pourrait-on dire, se traduit en second lieu par son développement dans le principe de réciprocité. Tocqueville avait dit que l'égoïsme était la rouille des sociétés. Et le sociologue Richard Sennett a insisté sur le fait que c'est le fait d'avoir le sentiment que d'autres trichent dans la société qui est la rouille de la société. Et qu'il y a une haine du cavalier seul, qu'il y a un rejet de ceux qui ne jouent pas le jeu, et qu'il y a un rejet fondamental du parasitisme qui est une rupture, justement, du lien de réciprocité. Et que la réciprocité, c'est là aussi une façon d'être ensemble, une façon d'être égal. Et que l'absence de réciprocité, c'est la force directrice qui ronge le sentiment de confiance sociale. Le sentiment de confiance sociale, il repose sur la vision de la perspective d'une réciprocité. Le sentiment de confiance, il repose, comme le disent les sociologues, sur l'hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur d'une personne. Et cela, c'est une dimension de la réciprocité. Et en troisième lieu, après cette vision anthropologique, pourrait-on dire, de la construction des singularités, la reconnaissance des singularités comme fondement de la société humaine, la réciprocité comme fondement de l'interaction humaine en second lieu, eh bien c'est la communalité qui est en troisième lieu la façon de couronner, si je puis dire, cette façon de faire société. Et c'est là, dans cette notion de communalité, aujourd'hui, vous le savez, il y a toute une réflexion sociologique ou économique sur ce qu'on appelle les communs. Mais avant que ce terme de commun ne devienne à la mode, il est quand même rentré depuis très longtemps, cette notion de communalité, dans la langue sociologique et politique. C'est l'idée d'être part active d'un monde commun, et que c'est en fonction de cette participation active à un monde commun que l'on peut considérer justement le jugement sur la question des inégalités. Les inégalités n'ont pas simplement à être appréhendées à partir des entorses qu'elles représenteraient par rapport en termes de non-respect d'une égalité des chances, par exemple. Mais les inégalités ont également à être appréhendées en termes d'entorse à la communalité. C'est quelque chose qui était une réflexion constante dans le monde ancien et au XVIIIe siècle, et qui s'est traduit par toute la réflexion de ce qu'on appelait les problèmes du luxe dans l'économie. Vous le savez, chez les Romains comme chez les Grecs, il y avait ce qu'on appelait les lois somptuaires. Et les lois somptuaires étaient un ensemble de lois qui interdisaient des formes d'exposition de la richesse qui étaient une atteinte à la vie commune. Et elles allaient même à Rome à tel point que certaines lois ont défini le nombre de personnes que l'on pouvait inviter à un banquet, ou les conditions dans lesquelles il y avait de la vaisselle trop luxueuse qui était interdite. Ce qui était visé, là, ça n'était pas évidemment une régulation policière de la vie quotidienne, mais c'était de dire que ce qui doit déterminer l'égalité, l'inégalité inacceptable, c'est ce qui rompt le monde commun, ce qui rompt la communalité. Et c'était la grande discussion
du XVIIIe siècle sur toutes les théories économiques du luxe. C'est comment le luxe est un moteur de l'économie, si on le considère du point de vue de la production, mais comment le luxe peut aussi être ce qui ronge la société en détruisant le monde commun que l'on construit. Et c'est dans ces termes-là, aujourd'hui, qu'il faut aussi aborder la question de l'inégalité. Les inégalités en tant qu'elles détruisent le monde commun. Donc c'est ce qui donne, il faut une discussion sociale, ce n'est pas quelque chose qui peut se discuter mécaniquement. Mais donc, la question des inégalités, elle doit être à la fois traitée sur le terrain, pourrais-je dire, de l'individu, et les théories de la justice sont toujours des théories de la relation entre des individus. Alors que les théories de la communalité, ce sont des théories des conditions de la production d'un fonctionnement de la société. Donc, une façon de concevoir complète, si je puis dire, de concevoir la lutte contre les inégalités aujourd'hui doit à la fois partir d'une réflexion sur la justification des différences acceptables entre les individus, ce sont les théories de la justice, ou si on veut les théories de l'égalité des chances, c'est la même chose, et puis de l'autre côté, être appréhendé à partir des théories du monde commun de la communalité. Les notions de singularité, de réciprocité et de communalité se trouvant, pour reprendre là une expression classique de Rawls, dans un ordre lexical progressif. Ordre lexical qui part de la singularité et qui va vers la communalité. Peut-être que certains de ces éléments de l'exposé, je ne connais pas le public exactement que vous constituez, un public à la fois, je pense, à la fois étudiant, un public un peu citoyen, un public général, mais puisque nous étions invités par Gilles tout à l'heure à nous mettre à réfléchir, eh bien, il me semble justement que commencer à réfléchir, c'est toujours compliquer un peu les choses. Et compliquer les choses, c'est les compliquer d'une double façon. Compliqué en voyant que derrière ce mot qui porte aujourd'hui beaucoup d'aspiration et d'attente, celui d'égalité des chances, eh bien, il faut le resituer dans l'histoire de sa conceptualisation pour essayer d'en donner les définitions instrumentales les plus appropriées. Qu'il s'agisse de parler d'égalité statistique des chances, qu'il s'agisse de parler d'égalité sociale des chances, les différentes qualificatifs que j'ai pu employer méritent d'être discutés et surtout distingués, car il me semble qu'à chaque fois, il y a des formes d'action pratique qui sont liées à cette catégorisation. Mais qu'enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a également cette dimension plus sociétale de l'égalité positive comme relation sociale. Et c'est d'ailleurs au sein de la philosophie politique aujourd'hui un grand courant. Il y a aujourd'hui un grand départ, si je puis dire, vis-à-vis de toutes les théories de la justice pour aller vers ces théories davantage relationnelles de l'égalité. Donc vous voyez, je ne suis pas venu ici avec des propos clés en main à vous confier, mais au moins peut-être à augmenter votre perplexité pour peut-être armer davantage les politiques que vous pouvez soutenir et dont nous pouvons être les acteurs. Je vous remercie.